toutes des choses où j'ai l'impression que les influenceuses oublient parfois les bonnes manières juste de société, tu vois. Un peu comme on t'apprend quand t'es petit, bonjour, au revoir, merci. Ben moi je continue ce bonjour, au revoir, merci, même dans le milieu de l'influence, mais non maintenant stop, hein, flemme vraiment. Après cette vidéo-là, enfin, c'était il y a 2 ans, après cette vidéo-là, flemme, franchement j'ai repris ma ligne de conduite habituelle. Créatrice de contenu mode, beauté, lifestyle, 3 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, précurseur hein, dans les vidéos sur YouTube. Luffy, ça fait combien d'années qu'on te connaît maintenant? Bah écoute, j'ai commencé en 2012, donc fais le compte, ça fait 11 ans que j'ai commencé, c'est ouf. Ouais, presque 12. Non, 11 cette année. C'est vrai? Ah non, en 2023. Bah oui. Bah oui, donc 11. D'accord. Bon, je 2012, sais pas compter, mais je vais te faire confiance. Je vais te faire confiance. Bref, ça fait très longtemps. Ça fait plus de 10 ans que tu fais de la création de contenu sur les réseaux sociaux. Ton contenu a grandement évolué. Tu es passée de youtubeuse au statut à un vrai statut d'animatrice, d'influenceuse sur les réseaux sociaux. Donc, on va pouvoir parler de ces différents tableaux qui font partie de ta carrière. Je suis ravie que tu sois revenue me voir. Bah oui, ça faisait longtemps. Avec le Covid, on s'était plus vu. Et puis, j'étais venue une fois en 2018. Oui, regarde, on est en photo là. Je sais pas si on voit, mais tu étais toute mignonne, tu avais fait de petites couettes comme ça derrière, et c'est la première fois qu'on se voyait. Oui. Et on s'était vu juste avant que tu remportes, je crois, si je ne me trompe pas, un ePeople Choice Awards. Oui, en 2018, donc c'est vrai, j'avais été au mois de novembre le chercher à Los Angeles pour l'influenceuse francophone pop culture de l'année. Incroyable. Ouf. Devant un parterre de célébrités internationales. Non mais incroyable, franchement c'est une journée qui fait rêver. Tu t'en reviens pas d'être là? Tu les avais vus du coin de l'œil, les Kardashians? Ah bah oui, elles étaient là, aux tables à côté de nous. Elles avaient été prendre leur prix sur la scène, c'était ouf. Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir, tiens, justement, de ce ePeople Choice Awards que tu es allé récupérer à Los Angeles comme les plus grandes stars de la planète? Mais je pense que c'est un de mes meilleurs moments depuis ces 11 années. Et c'est là que tu te dis, j'ai pas bossé pour rien toutes ces années. Au-delà de la reconnaissance des abonnés et puis le lien que j'ai créé avec eux, c'était aussi un moment hyper fort. Et ça concrétisait beaucoup de choses pour moi, et puis c'était un rêve éveillé. Je veux dire, ce moment, je le garderai à tout jamais gravé en moi. On le vit pas 2 fois, quoi. Et c'est marrant parce que quand tu as commencé, tu étais un peu spécialisée dans le maquillage. D'ailleurs, ta chaîne, elle s'appelle Luffy Makes You Up. Oui. Et tu avais dit, j'ai commencé à me maquiller à 20 ans. Ouais. Alors, me maquiller vraiment avec des full face de make-up. J'ai commencé, tu sais, à 14-15 ans, comme tout le monde, un peu de mascara, de crayon colle dans l'œil, mais vraiment à utiliser du fond de teint, comprendre les techniques et me perfectionner, ça arrivait bien après. Est-ce qu'on peut, en 2023, quelqu'un qui n'est pas encore sur les réseaux sociaux, percer sur les réseaux sociaux en faisant du contenu autour du maquillage, autour de la mode, autour de la beauté, comme tu le faisais et comme beaucoup de youtubeuses ont commencé à le faire dans les années 2010? Alors, jusqu'à il y a 2 ans, je t'aurais dit bof, mais depuis TikTok, les contenus make-up ont repercé de ouf, mais vraiment avec un tout autre type de contenu. On n'est plus sur des contenus longs de YouTube ou vraiment en détail, mais on est vraiment sur des crash tests, des tests make-up, des top ou flop qui marchent hyper bien. D'ailleurs, c'est marrant, je tombe sur une vidéo TikTok, une nouvelle trend TikTok qui est la désinfluence make-up. Donc ça veut dire que quelqu'un te parle d'un produit qu'il n'a pas aimé en make-up pour le désinfluencer de l'acheter. Et je me dis, mais sur TikTok, on nous trouve des termes de ouf alors que c'est juste un flop, quoi. À l'époque, sur YouTube, on disait top ou flop. Oui, ça s'appelait un flop et maintenant, c'est de la désinfluence. C'est ça. Et je me dis, TikTok a vraiment amené une nouvelle vague de contenu. Et c'est ouf à voir, il faut se réadapter. Même moi, qui suis là depuis tant d'années, il faut se réadapter. On va parler des plateformes et de cette réadaptation que tu as faite. J'aimerais te montrer cette photo. Ça date, hein, tu vas voir. J'aimerais juste comme ça, comme si tu étais sur ton canapé à la maison en Belgique, que tu me dises ce que tu vois. Bon, bah déjà, j'avais mon ancien nez. Donc j'ai du mal à regarder les photos de mon ancien nez. Toujours aujourd'hui? Ouais. Je te l'avais déjà dit, je pense, en 2018. Ouais. Et ça n'a pas changé, parce que c'était tellement un complexe qui était ancré en moi depuis mon adolescence, que vraiment, encore maintenant, je ressens ce même truc. Et puis, c'était mes débuts YouTube. J'avais une colo ratée sur mes cheveux. Et c'est moi après. Qu'est-ce que tu dirais à cette Luffy de ses débuts sur YouTube, là, aujourd'hui? Franchement, je lui dirais... ça, c'était quand même 2015-2016. 2015, Voilà, ça faisait quelques années que j'étais déjà sur les réseaux. Je lui dirais rien, continue comme ça et tu feras les bons choix qui te correspondent. Franchement, rien de plus. Alors, je suis tombée sur une déclaration que tu avais faite. On remonte en 2020, on est en plein confinement. Tu partages un Insta Live avec l'animateur très drôle Jarry. Ah oui.
Et il te parle un peu maternité, tu lui dis « Je n'ai pas la fibre avec les enfants, il y a un truc qui m'échappe, le contact avec les enfants, c'est compliqué chez moi. Ouais. » Et c'est vrai que quand j'ai posé la question à ma communauté, que j'ai expliqué que j'allais te recevoir, bah, c'est revenu. Ah ouais? Oui, en mode juste un live. Ce serait cool que le fille puisse nous expliquer pourquoi elle n'a pas la fibre maternelle, etc. Donc la question, je te la pose, est-ce qu'il y a eu une évolution depuis 2020, on est en 2023, et qu'est-ce qui t'échappe avec les enfants? Bah, je pense que c'est pas tant la fibre maternelle, c'est juste le contact avec les enfants. Je sais pas, je les comprends pas. J'arrive, je sais pas comment expliquer. Genre, j'ai l'impression que je veux parler à un enfant et qu'il ne comprend pas non plus. Enfin, il y a un truc qui passe pas entre nous et ça crée tout le temps des moments bizarres. C'est genre un moment étrange où je me dis, mais est-ce que j'aurais dû lui parler autrement? Est-ce que je dois utiliser... Je sais pas, j'arrive pas vraiment à communiquer avec les enfants. Même si, voilà, je les trouve peut-être parfois sympas. C'est un sujet de discussion que tu as avec Enzo. Tu partages ton avis? De la relation que lui il a avec des enfants, je sais pas, je lui ai jamais posé cette question, mais moi en tout cas, je remarque quand je suis avec des enfants, ben je sais pas trop comment les aborder, tu vois. Alors qu'il y en a, c'est instinctif, ils les prennent, oh, alors qu'ils les connaissent peut-être pas, ça va, machin, ils jouent avec, ils leur font des bisous. Moi, je suis très distante, j'arrive pas, j'ose pas, peut-être tu vois. Voilà. Mais ça veut dire que t'as pas envie d'être mère? Ça, c'est une discussion que j'ai avec Enzo et qui pour moi doit rester privée. Okay. C'est nos envies intimes que j'ai pas envie de dévoiler sur les réseaux parce que je partage beaucoup de privé déjà. Je comprends. Et je trouve que ce sujet, il est plus intime que privé, tu vois. Et donc, juste des réflexions que je considère privées, enfin intimes avec mon conjoint. Je comprends, parce que c'est un vrai débat sur les réseaux sociaux. Beaucoup s'accordent à dire que ça met une pression, de façon générale, aux femmes d'avoir ce sujet de conversation. D'autres, j'en entends le dire, disent que c'est égoïste de ne pas faire d'enfant. Quand on est une femme, alors sans te demander si vous songez ou si vous comptez avoir un enfant ou pas, ça je le respecte totalement ta volonté de ne pas en parler, mais est-ce que pour toi c'est une pression que les femmes vivent dans notre société? Alors oui, bah déjà oui, mais alors la pression des filles sur les réseaux, c'est plus donne-nous une réponse que fais un enfant. Ok. La pression elle est aussi sur on veut juste savoir pour avoir notre réponse à notre question. Mais il faut parfois accepter de ne pas avoir de réponse à une question qui concerne qu'un couple. Donc ça, c'est déjà une pression. Et la deuxième, après, c'est oui, ben, un peu les clichés de la société. Tu sais, le standard, couple depuis autant d'années. Donc automatiquement, c'est normal que vous ayez un enfant ou, pas, ou on vous demande si vous comptez en avoir un. Je suis tombé aussi sur un post au travers d'un question-réponse que tu as fait sur Instagram. La question c'était « Fais-tu des injections à tes lèvres ?» Et tu as répondu « Oui ». Oui. Et ça fait 8 ans d'ailleurs. Ouais. Je suis retourné hier pour mon rendez-vous semestriel. D'avance, je réponds à la question qui va suivre, tu avais anticipé. Ouais. Je ne dirai pas où je vais les petites biches, le nombre de fois où on m'a proposé de m'offrir les injections en échange de publicité, mais je préfère de loin payer la consultation et ne pas avoir à vous recommander un lieu de médecine esthétique. C'est trop personnel et ça peut très bien se passer pour moi et pas pour vous. Tout à fait. Est-ce que c'est un acte responsable, selon toi, quand on est influenceuse, de ne pas faire la pub à des actes de médecine esthétique sans pour autant cacher qu'on fait de la médecine esthétique? Ouais, pour moi, c'est deux choses différentes. C'est vrai que conseiller de la médecine esthétique ou de la chirurgie, non médecine tout simplement, je trouve ça très délicat. Pareil, mon chirurgien qui m'a fait ma rhinoplastie, je ne dis pas où je suis allée. Même si certains pourraient avoir besoin de ce conseil de ma part, je considère que je ne suis pas là pour les conseiller à ce niveau. Et faire de la pub, enfin en fait recevoir une chirurgie gratuitement ou une réduction sur une chirurgie en échange d'une publicité, je trouve que c'est vraiment la publicité la plus cheap qu'on peut faire. Et c'est marrant, j'avais cette discussion avec Enzo hier soir, parce que j'ai encore vu une personne parler de son chirurgien, faire une vidéo avec son chirurgien et montrer ce qu'elle allait faire et où. Et je lui disais, mais en plus, tu as l'argent pour le payer, tu as l'argent pour ne pas avoir besoin de réduction, et tu te rabaisses à avoir une réduction ou peut-être avoir ta chirurgie gratuitement en devant parler de ça à tes abonnés. Enfin, je trouve ça... Bon, voilà, ça ne rentre pas dans mes codes de l'influence et donc je ne le ferai pas. C'est-à-dire que même si ce n'est pas illégal, si toi tu estimes que ce n'est pas moral, tu ne le feras pas, même si on ne te l'interdit pas. Ouais, non, je ne le ferai pas, ce n'est pas nécessaire. Je préfère payer ma consultation, être tranquille avec moi-même dans ma tête, parce qu'encore une fois, il y a des bons chirurgiens, ça se passe bien pour moi, et puis ça tombe, ça se passera pas bien pour toi, parce que tu auras un souci, tu n'auras pas les mêmes envies que moi. Enfin, t'imagines, c'est grave, c'est ton corps, t'en as qu'un, faut faire attention. C'est égoïste, en tant qu'influenceur, en tant qu'influenceuse, de partager justement ces bons plans, les noms des chirurgiens, les noms d'injectrices, les dates, les prix, les lieux.
C'est égoïste. Je pense... Alors, égoïste, je sais pas. Je pense peut-être qu'il y en a qui n'ont pas les moyens de se l'offrir et donc ils en profitent, ce que je peux comprendre. Là, mais je trouve ça quand même pas éthique. Après, je sais qu'il y a des gens qui peuvent se permettre de se le payer parce que voilà, ils montrent leur train de vie sur les réseaux, mais qui en font quand même de la pub. Et là, je trouve ça encore plus dérangeant. T'es pour la loi influenceur en France, Ouais. même si toi tu vis en Belgique. Ouais. C'est quoi la loi influenceur en France? En fait, il y a énormément de propositions de loi en ce moment. Il y en a quelques-unes, en tout cas, pour encadrer le secteur, le métier de l'influence en France. Ouais. Voilà. Par exemple, interdire la publicité autour de la chirurgie esthétique, mais de façon complètement concrète. D'accord. Avec des vraies punitions derrière, des vraies sanctions. Des vraies amendes, Voilà. etc. Interdire la publicité de crypto-monnaies. Ah oui. De trading, d'investissement. Ouais. En plus en disant que c'est sûr, vous pourrez gagner à coup sûr, vous pourrez devenir riche comme moi à coup sûr, sans prendre les précautions de dire que ça peut être dangereux, que ça peut rendre addictif et qu'on peut tout perdre. Ben, en fait, je pense que sur l'influence, il devrait y avoir les mêmes règles, notamment par le CSA, par exemple, qui s'appelle l'ARCOM, je pense maintenant. C'est devenu l'ARCOM, exact. Voilà, il devrait y avoir les mêmes règles déontologiques. Quand on parle de jeu d'argent, mentionner, voilà, l'argent est un risque, on peut perdre son argent. Si on mentionne tout ça comme à la télé, quand on voit les pubs pour l'euro million ou le loto, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que parfois, c'est fait avec peu d'éthique et peu de morale. Et dans ce cas-là, oui, c'est problématique, il faut une surveillance. Est-ce que tu regardais avant d'y participer RuPaul Drag Race? Je connaissais, vrai. mais c'est vrai que j'ai beaucoup regardé la saison française. Oui. Je pense plus par rapport à la langue, c'est plus abordable de regarder directement en français et j'ai adoré. J'ai adoré la saison française qui était hyper fun, je trouve, hyper drôle. J'ai beaucoup aimé, mais je pense que la saison belge va être aussi à un très bon niveau. De high level. Mais oui, parce que moi j'étais comme un dingue quand j'ai découvert, comme tout le monde, sur les réseaux et au travers d'articles, que tu étais un membre incontournable du jury belge de RuPaul Drag Race. C'est incroyable. Tu as jugé le charisme, l'originalité, la créativité, l'énergie, le talent des candidats qui viendront sur la scène de RuPaul de Drag Race Belgique. Tu as dit quel honneur de faire partie de ce jury en tant qu'experte Beauty Glam pour cette toute première saison de ce programme international. La Belgique renferme des perles et je vous garantis des frissons, des rires et des pleurs tout au long de l'émission. Pourquoi ils ont fait appel à toi, la production? Mais dans le jury de RuPaul Drag Race, il y a toujours des personnalités en lien avec certaines thématiques. Donc que ce soit le make-up, la mode, le chant, la danse, voilà, tout ce qui en fait représente les performances des drags en général. Donc ils ont fait appel à moi pour plus le côté beauty and glam, comme je le dis, mode. Puis il y aura à côté de moi Musti qui lui a pu juger la performance parce que c'est un artiste sur scène. Donc tu vois, il juge autre chose. Puis Rita qui est l'host principal de l'émission. Et voilà, ils prennent des jurés qui ne sont pas forcément drag, mais qui jugent des domaines dont on va parler dans l'émission. Et donc voilà, moi je suis là. Après, je donne aussi mon œil sur la performance globale parce qu'ils ont des challenges chaque semaine. Et donc, on doit juger aussi la problématique du challenge du jour, mais avec ma spécialité pour la beauté et le glamour. Comment l'approche s'est faite de ton côté? Comment tu as été contactée? Écoute, c'est la production de l'émission, la production belge, qui m'a contactée il y a quelques mois, presque un an, et qui m'a dit, voilà, l'émission va arriver en Belgique, on l'a produit, on l'a franchisé pour la Belgique, et on voudrait que tu sois dans le jury pour tes compétences et ta légitimité dans la beauté et dans la mode. Donc, écoute, moi, ça n'a pas fait de tour dans mon cerveau, j'ai dit oui directement. Ah bah bien sûr. Le milieu du drag, c'est un milieu que tu connaissais? Pas plus que ça. Je fréquentais pas spécialement des cabarets drag. Ça restait toujours, on va dire, d'un point de vue Instagram, tu vois. Et d'ailleurs, un candidat de Drag Race France était dans Beauty Match, Cam Hughes. Ah oui! Donc lui, je le suivais depuis et je voyais son évolution aussi en tant que drag. Donc voilà, je voyais ça aussi de mon point de vue. Et vraiment, c'est un univers de fou, tout ce que nous ont proposé durant l'émission et le côté humain qui est dingue, parce qu'on se rend compte qu'elles sont tellement vulnérables aussi, au-delà de leur show. C'est vraiment leur carapace et puis tu sens derrière qu'il y a des blessures et qu'il y a une histoire, c'est touchant. Qu'est-ce que ça t'a apporté à ton niveau personnellement, cette expérience? Parce que je sais que c'est une expérience très forte à vivre. Mais déjà, humainement, tu crées des liens forcément et puis tu rentres dans leur histoire. Et moi, je suis hyper honorée qu'elles m'ont tout accepté dans cette communauté hyper bienveillante, hyper fun aussi, colorée, hyper dynamique. Elles sont piquantes, elles sont drôles, moi je les adore. Et puis après, d'un point de vue professionnel, c'est encore une expérience télévisuelle qui est dingue. C'est un gros format, c'est une super grosse production, tu as des équipes de fous et puis tu as un plateau de folie. Je pense que le plateau belge, il est parmi le top des plateaux de toutes les franchises et vraiment,
C'était un mois très intense de tournage. Moi, je me suis éclatée niveau make-up parce que voilà, j'ai proposé des looks de fou aussi que je fais pas sur mon Instagram en temps normal. Tu vois, il faut savoir que je me suis maquillée moi-même durant toute la saison. J'ai choisi mes looks. J'avais une styliste pour m'aider à trouver les pièces que je voulais, mais j'ai tout coordonné, donc j'ai tout bien pensé. Chaque veille de tournage, je répétais mon make-up pour être sûre qu'il soit cadré. Enfin, j'en ai fait d'ailleurs une vidéo sur YouTube je faisais un vlog pendant ce tournage, mais je disais pas que c'était pour Drag Race, tu vois. Mais on me voit répéter pendant un mois, ça a été ça non-stop parce que c'est du travail quand même. De préparation et je suis hyper contente du rendu que moi j'ai livré en tant qu'image, voilà, de mon image et puis hyper contente de l'expérience. Ça t'a mis de la pression face à ces drags qui se maquillent de façon aussi hors pair. Alors tu te maquilles de façon extraordinaire, mais j'imagine que le niveau de pression là il était waouh. Je suis là pour juger, mais on va aussi m'observer. Oui, bah c'est sûr que tu es observée et c'est sûr qu'elles ont un niveau de make-up qui est là. Bon, certaines plus que d'autres. On sent aussi la génération YouTube dans les drags qui s'est inspirée des tutos, qui a vraiment travaillé son make-up, qui est plus moderne. Mais c'est clair qu'elles ont un niveau de fou. Mais après, c'est pas mon style de make-up forcément, tu vois. Donc chacun a son style, même entre drags, elles n'ont pas le même style de make-up. Et c'est là aussi qu'on voit vraiment leur diversité. Et c'est là qu'il faut garder l'esprit ouvert et qu'il faut juger objectivement et savoir juger un make-up qui n'est pas dans mon style, qui n'est pas ma touche, mais qui va être incroyable et qui va être un univers à part entière et qui peut inspirer aussi. Tu t'es permis à ton niveau des petites excentricités en termes de look, de tenue, de make-up oui, pour toi, hein. Plus en tout cas que sur mes réseaux, parce que c'est vrai que sur mes réseaux, je ne me vois pas proposer des looks de scène. Ça parlerait pas forcément à mes abonnés, alors que là, j'ai pu m'éclater, partir dans des univers complètement différents. Et en fait, chaque semaine, j'ai voulu un look très différent. Donc on me verra dans 8 univers complètement opposés. J'ai voulu être éclectique et proposer vraiment une palette de tout ce que je pouvais faire dans mes looks. Et je suis très contente, j'ai hâte. Et au-delà du divertissement Ouais. que nous offre Drag Race Belgique notamment, quel est le message que passe l'émission pour toi? Écoute, le message encore une fois de tolérance et de bienveillance. Et c'est triste à dire souvent, j'ai l'impression, tu sais, quand je suis moi dans ma bulle avec les gens que je suis moi sur les réseaux, qui me suivent, que la bienveillance a évolué, la tolérance a évolué. Et puis parfois quand tu sors un peu de ton environnement et des gens que tu suis qui sont bienveillants, tu te rends compte qu'il y a encore énormément de chemin à faire. Et ça me fait peur aussi pour elles. Ça me fait peur, et je l'ai mentionné dans l'émission, ça me fait peur de ce qu'elles vont pouvoir se prendre après sur les réseaux ou de parler, enfin, tu vois, les téléspectateurs qui sont moins avertis à ce milieu. Mais le message, c'est vivez votre life, assumez vos choix et kiffez parce que vous n'avez qu'une vie et se priver pour des gens fermés d'esprit, ça vaut pas la peine. Comment ça a été accueilli en Belgique? Hyper bien. Ouais. Ah, il y a une euphorie autour de ça, mais ça a été dingue, même rien qu'au niveau de la presse, ça s'est vu. À la conférence de presse, il y a eu énormément d'euphorie, d'excitation et ça commence la semaine prochaine, donc ça commence le 16 sur la plateforme Ovio et puis tous les dimanches soirs à la télé sur Tipeee et je sens qu'il y a une effervescence et que les gens ont hâte. Et même c'est les gens d'autres pays qui suivent toutes les franchises, je vois qu'ils ont hyper hâte de suivre cette émission. On a un super beau cast, donc ça va être ouf. T'avais tes petits chouchous? Non, je dois rester objective. Ouais, c'est important. C'est facile de rester objectif? Oui, parce qu'ils ont des challenges bien concrets, donc tu suis en fait tes guidelines. Après, c'est vrai qu'il y en a qui restent plus longtemps, d'autres qui s'en vont dès le début, tu les connais moins. Mais après, on doit tout à fait juger leur performance. Parfois, il y a des gens que tu penses être favoris dans la compétition qui mettent en fait sur un prime et ça chamboule tout. Et voilà, ça fait plein de surprises. On va avoir des surprises? Ah ouais, plein de surprises. Des rebondissements? Des rebondissements et beaucoup d'émotions. Et beaucoup d'histoires personnelles aussi assez impactantes. En quelques mots, pour clôturer ce sujet de Drag Race Belgique, comment tu décrirais la saison? Alors, elle est innovante parce qu'il y a énormément de modernité dans les drags du cast. Elle va être piquante parce qu'il y a aussi beaucoup de grandes gueules et marrante et émotionnelle. Ouais. On le disait tout à l'heure, tu as commencé YouTube en 2012. Oui. Ça remonte. Et cette année, tu n'as pas posté beaucoup de vidéos sur YouTube. J'en ai compté 5, si je ne me trompe pas. Ouais. Pourquoi? C'est une question qui est beaucoup revenue. C'est vrai. Écoute, alors déjà, le rythme de tenir 11 ans avec des publications de vidéos chaque semaine, toi-même tu sais, hein, chaque semaine, faire le montage, le rythme, il doit être maintenu. Je l'ai maintenu pendant des années, mais avec l'arrivée d'autres médias, comme TikTok, Instagram qui a développé des stories, des réels, qui nous disaient il faut être partout les gars, vous devez publier autant de stories, autant de réels, parce que sinon votre compte... Bref,
simplement, tu fais des choix. Quand j'ai commencé YouTube, et encore jusqu'à 2017-2018, il n'y avait pas autant d'autres médias à publier. Et puis tu fais un choix, et puis la télé est arrivée aussi. C'était le moment où on voulait se diversifier avec Enzo, et ça arrive à point nommé, pile après 10 ans de YouTube pour moi. Et voilà, c'était aussi une bulle d'air frais pour moi, tu vois, un souffle d'air frais, un vent, comment on dit? Un vent d'air frais. Un vent d'air frais. Et j'ai pu me consacrer aussi à d'autres choses et sortir un peu de YouTube et continuer, mais à mon rythme, et ne plus avoir cette pression, tu sais, qu'on peut avoir après tant d'années. Il faut que je continue mes 2 vidéos par semaine sur chaque chaîne. À un moment donné, j'arrivais plus. Donc voilà, j'ai juste fait mon petit choix dans ma production de contenu. Ça me permet d'être plus active sur d'autres plateformes, comme TikTok depuis 2 ans, comme Instagram en réel ou en photo. Et un peu moins YouTube qui, il faut le dire, est chronophage. Une vidéo me prend 3 jours sur ma semaine. Quand après j'ai un jour de tournage et il m'en reste qu'un pour produire tous les autres contenus, c'est compliqué. Mais ces 3 jours de tournage, il faut dire la vérité, ils sont pas aussi bien rentabilisés qu'avant. YouTube, je pense, est dans une petite pente descendante depuis 1 an ou 2. En tant que créateur de contenu, on le ressent. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de créateurs? Je sais pas, je pense que leur algorithme a aussi changé. Il y a beaucoup de créateurs et puis je pense que les gens se sont aussi beaucoup détournés vers TikTok. Et ça a vraiment changé le mode de consommation des abonnés. Et donc c'est vrai qu'il n'y a plus autant de monde sur YouTube, avec plus de créateurs de contenu en plus. Donc tu vois, la balance est vite faite. Et puis beaucoup de gens sont sur TikTok. Et donc c'est un peu démotivant aussi, tu vois. Avant, tu étais motivé par... voilà, tu faisais des vidéos, tu étais récompensé aussi par des abonnés qui grandissaient ou des vues qui grandissaient. Tu sentais vraiment l'entrain que tu pouvais mettre et ça motive en tant que créateur de contenu. Et puis quand ça ralentit et que tu sens qu'il y a moins de gens sur YouTube, ça te démotive. Voilà, qu'est-ce qu'il pourrait faire justement YouTube aujourd'hui en 2023 pour récupérer cette envie de continuer de créer de la part de créateurs iconiques, historiques de la plateforme? Aucune idée. Je ne sais pas comment leur algorithme fonctionne. Et puis je pense aussi, honnêtement, il faut être honnête, c'est aussi le travail des créateurs de contenu de réussir à se maintenir sur YouTube. Et moi, je me remets en question aussi sur ça. Peut-être si je ne me suis pas maintenue comme il y a 4-5 ans, c'est que moi-même, il y a un travail que je n'ai pas fait, mais que j'ai fait pour d'autres plateformes, tu vois. Donc je pense que la part de faute est partagée, c'est pas que YouTube. Mais c'était aussi mon choix. Ça a été dur à un moment donné, tu disais c'était chronophage, mais de faire des choix, de changer ces choix, de modifier les habitudes que tu avais en tant que youtubeuse, créatrice de contenu. Ça fait peur l'inconnu. Bah ouais, surtout quand tous les 6 mois, les plateformes changent leur façon de faire, leur façon de mettre en avant ton contenu. Enfin, c'est perpétuel. T'as pas 2 ans, t'es tranquille, tu te dis ok, je sais comment... Enfin si, à l'époque, en 2012, 2013, 2014, tu savais que tu publiais, tu grandissais. Maintenant, tu publies, tu perds des abonnés. Tu publies pas, t'en perds pas. Tu vois, t'as pas envie de publier. Tu préfères stagner que de perdre des abonnés. Donc c'est très compliqué. Et oui, ça fait peur. Mais bon, après, tu t'adaptes et tu vois qu'il y a TikTok qui arrive. Et donc, tu te mets sur TikTok et tu te lances. Faut pas réfléchir. T'as déjà été fatiguée pendant ces 11 ans de création de contenu? Ouais, cette période de remise en question YouTube, il y a 1 an ou 2, oui. Et je pense que la télé est arrivée à point nommé pour me redonner, tu vois, une nouveauté dans mon quotidien. Comment tu peux continuer de créer? Comment tu fais pour avoir toujours des idées? Comment tu te renouvelles quand on a commencé en 2012 en s'habituant à des nouvelles plateformes? Comment tu réfléchis à tout ça? Alors déjà, je change aussi mon ADN. Si tu regardes mon Instagram, en 12 ans, il a changé. Mon positionnement a changé un peu aussi. Et puis, comment on se renouvelle? Simplement, on voit les nouveautés comme TikTok et on se dit, il faut y aller, c'est maintenant qu'il faut attraper la charrue parce qu'après, ça sera trop tard. Et donc, tu vas et puis, en tant que créateur qui a un mindset old school, tu essaies de te remettre à la page avec des nouveautés et puis tu bosses dessus et tu crées du nouveau contenu. J'aimerais maintenant te montrer ce petit extrait Vas-y. vidéo que tu as Qu'est-ce que ça va fait. être? Tu parlais du milieu des influenceurs et c'est une vidéo qui avait été partagée, il me semble, si je ne me trompe pas, par Gaël Garcia Diaz. Ah ouais? Ouais, tu la connais? Oui, oui, bien sûr. Ah, bien? Oui, on se connaît bien. Ah ok, vous entendez bien? Oui, oui. Bah oui, sinon elle t'aurait pas repartagé, je pense. Tiens, regarde. Si vous me suivez depuis plusieurs années, vous savez que je suis quelqu'un qui s'est toujours tenu un peu à l'écart du monde des influenceurs. Et ces dernières années, je me suis un peu ouverte et je me suis dit, vas-y, peut-être tu rates des choses. Entre celle que tu vas féliciter en MP pour sa collection capsule de vêtements et qui like juste ton message, qui daigne même pas te répondre, alors que moi tu me dis bravo pour tes produits, mais je te dis merci, c'est trop gentil, enfin je sais pas. Entre celles qui respectent pas du tout les codes tacites entre youtubeurs, genre quand tu fais une vidéo avec quelqu'un, tu fais un cross, tu partages la vidéo de l'autre, c'est un peu la base.
non. Bon, après, moi, si tu partages pas, je te cours pas après, hein, je veux pas quémander, c'est que t'as pas envie, donc voilà. Entre celles dont tu partages les produits dans ta story et qui ne daigne même pas ouvrir le MP dans lequel tu la mentionnes alors qu'elle a vu ta story, ça me dépasse. Mais là, je suis à un stade où je suis dégoûtée de ces meufs de l'influence. Parce que bon, je suis pas en contact avec des mecs, donc je peux pas vous dire, mais... C'est rare hein, de t'entendre comme ça, hein, Ouais. je trouve. Et en plus, tu le dis dans la vidéo, tu dis ces derniers mois, je crois, j'ai essayé un petit peu de sortir, de partager plus avec vous, de vous dire plus ce que je pense, ce que je ressens, etc. Et c'est vrai que c'est pas dans tes habitudes. Non. Et tu parles de ligne de conduite aussi. Moi, c'est des mots qui me parlent, tout ça. Tu vois, c'est quoi cette ligne de conduite que tu t'es fixée depuis toutes ces années? Tu veux dire par rapport aux autres influenceuses, par Oui. rapport... Ah ben non, rien, juste que je suis toujours restée un peu dans mon coin, j'ai jamais vraiment, tu sais, comme à l'époque, eu des amitiés assez fortes avec des autres créatrices de contenu. Je suis toujours restée un peu à l'écart. Le fait d'être en Belgique m'a aussi aidée, tu vois, à pas être trop mêlée, parce qu'en fait, je voyais toutes les amitiés exploser, tu vois, à coup de trahison et de mauvais comportements, donc j'étais contente d'être à l'écart. Et encore aujourd'hui, mais c'est vrai que on m'a souvent conseillé de m'ouvrir plus aux autres influenceurs, que c'était bon pour le business, que c'était bon pour les vues, qu'il fallait voilà, faire un peu de copinage pour être vue sur d'autres plateformes que juste la mienne, tu vois, sur d'autres comptes. Et donc, je me suis dit, ouais, peut-être je suis un peu trop introvertie. Et donc, je suis introvertie de manière générale, mais... Tu l'as toujours été? Ouais. Je suis bien toute seule, j'ai toujours eu une copine à l'école, on restait toujours à deux, c'était bien, tu vois. Je peux me permettre de te demander pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu as peur des autres? Est-ce que c'est parce que tu as été déçu? Non, je pense pas, c'est pas lié à un traumatisme, c'est juste que je suis bien en petit comité, je suis vite mal à l'aise quand il y a trop de gens. T'es timide? Je sais pas si c'est de la timidité ou juste, tu vois, mon côté introverti. Je ressens que quand je suis dans un groupe de filles ou de mecs, bon, non, ça va encore, mais en tout cas, quand je suis dans un groupe, je me mets vite en retrait. Et donc, j'arrive pas à, à être plus sociable que ça. Et donc, pareil, dans le milieu de l'influence, j'ai pas eu besoin de créer des liens, mais après, comme voilà, on m'a conseillé de peut-être m'ouvrir plus, juste pour moi, me sentir un peu plus, je sais pas, en phase avec d'autres gens. Bon, bref, j'ai essayé, et donc j'ai fait des choses que je faisais pas forcément avant. Comme quoi? Entrer plus en contact avec des gens, peut-être plus leur écrire en MP, ou réagir un peu plus en story, ou essayer de faire des cross vidéo. Et souvent, déjà, je suis sortie de ma zone de confort. Donc, ça m'a mis, moi, un peu, tu vois, en position de malaise. En me disant, bon, allez, ça s'est bien passé, ça va être cool. Et après, ça résulte toujours à des petites déceptions, mais qui sont plus liées à de l'éducation que juste... Enfin, tu vois, c'est juste lié au contact humain, c'est juste lié pour moi, à la bienséance, aux choses normales, comme je dis dans la vidéo. Tu fais un cross avec quelqu'un, tu partages la vidéo que cette personne a faite avec toi, mais c'est logique que l'autre partage ta vidéo dans laquelle la personne apparaît, et puis quand cette personne ne le fait pas, tu te dis mais pourquoi? Toutes des choses où j'ai l'impression que les influenceuses oublient parfois les bonnes manières juste de société, tu vois. Un peu comme on t'apprend quand t'es petit, bonjour, au revoir, merci. Moi je continue ce bonjour, au revoir, merci, même dans le milieu de l'influence, mais non, maintenant stop, hein, flemme vraiment. Après cette vidéo-là, c'était il y a 2 ans, après cette vidéo-là, flemme, franchement j'ai repris ma ligne de conduite habituelle. Et dans ta ligne de conduite, est-ce qu'il y a aussi le fait de... Parce que ça, je l'avais remarqué, et ça ressort de tes réseaux sociaux, ouais. Tu restes quand même pudique et avec beaucoup de bienveillance vis-à-vis des autres. Ouais. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas les autres influenceurs, tu vas pas l'exprimer forcément. Non. Comme si ça faisait partie de ta ligne de conduite. Oui, bah oui. Bah ouais, mais et pourquoi tu t'es fixé cette règle-là? C'est ça, moi, qui m'intéresse. Je me suis pas fixé de règle, c'est juste, je pense, mon éducation qui a fait que je suis comme je suis et que je me verrais pas faire un scandale sur les réseaux, tu vois. Je garde ça pour moi, mais après, tu vois, je règle mon truc en privé, je m'adapte, j'agis plus comme ça, je change ma façon de faire avec telle personne qui m'a déçue ou blessée ou qui s'est mal comportée, tu vois. Mais là, je l'ai dit parce que je trouve qu'il y a trop de faux-semblants sur les réseaux et que les gens ne se rendent pas compte que... oui, les gens se rendent compte que tout le monde n'est pas gentil. Je veux dire, j'ai un truc un peu bateau, mais j'en avais marre, en fait, de faire semblant, tu vois. Mais c'est pas dur, tout le temps, de tout garder pour soi? T'as pas envie d'exploser, parfois? T'as pas envie, comme tout le monde, on est humain, de prendre tes réseaux et de dire, de t'exprimer sur une personne et de dire, mais stop, quoi. Oui, c'est parce que j'ai pas envie d'être en procès pour diffamation que je le fais pas. Je comprends. Mais franchement, il y en a marre. Des fois, t'as envie de
Ouais, mais comme dans la vie, tu t'embrouilles avec un collègue au travail, bah t'as envie d'exploser, tu te fais pas parce que t'es au travail et tu te tiens bien, tu vois. Et puis ça apporterait quoi, en vrai? Non, mais c'est dur en plus de bien se tenir. Ouais. Certaines personnes disent que c'est moins évident de garder les choses pour soi et de conserver la maîtrise plutôt que de, entre guillemets, cracher son venin. Ouais, mais ça apporterait rien. Tu vois, voilà, si un truc m'énerve comme ça, je m'énerve en privé avec Enzo, on en parle pendant 1 heure et puis c'est tout. Ça n'a pas sa place sur les réseaux. Est-ce que tu penses que c'est ça que certains de tes détracteurs peuvent nommer être lisse? Ah, Tu sans doute. C'est ça qui... Ah, moi, j'aime pas du tout le buzz. Hein. J'aime pas orchestrer des trucs pour faire du buzz ou parler d'un petit problème avec quelqu'un d'autre, un autre influenceur pour faire du buzz. Ah, ça me met dans un inconfort total. Non. Je préfère être lisse. Je suis bien dans ma tête, comme ça, et dans ma vie. Ça peut vite me perturber, tu vois, je suis dans mon équilibre, je suis bien, j'ai pas envie d'avoir de problème. Genre les gens qui vivent avec des buzz tout le temps, mais comment ils font? Ils doivent avoir le nœud au ventre toute la journée. Et ça n'empêche pas d'avancer. D'avoir du buzz? Non, ta ligne de conduite à toi. Ah oui, oui. Bah, c'est clair. Mais et puis moi, voilà, je suis peut-être lisse, c'est sûr, mais j'ai d'autres projets qui me rendent fière plutôt que le buzz, tu vois. Plutôt qu'on parle de moi parce que je crée un scandale sur les réseaux, sur TikTok. C'est plus valorisant? Pour moi, oui. Pour moi. Mais après... aussi. Pour moi aussi, je te le dis. Et félicitations encore pour Drag Race, Merci, pour Beauty Match il y a quelques années, pour ton parcours, pour le ePeople Choice Awards, pour ta création de contenu, pour ton évolution, pour tout ce que tu proposes depuis toutes ces années. Et quoi qu'il en soit, 11 ans après, quasiment, tu es là. Ouais. Et plus que bien implanté dans le paysage audiovisuel, des réseaux sociaux belges, français. Et bravo, félicitations pour ça. Merci Luffy. Merci Sam. Je sais qu'il y a Enzo qui va nous retrouver parce que j'ai encore des questions à vous poser. Vous avez une émission en Belgique sur RTBF qui cartonne. Vous avez participé à une émission en mode avion où vous êtes parti voyager des coins en Europe. Sans téléphone. Sans téléphone. Vous êtes mariés aussi? Ouais, c'est vrai. On n'est pas mariés, oui. Quand même, c'est important. Donc, on va parler de tout ça. J'ai même screené les vidéos de tes différentes tenues. Ouh. Ouais. Et costume de Enzo aussi. Donc, on va passer tout ça en revue. En attendant, avant qu'on se retrouve très bientôt, je vous le promets, vous pouvez retrouver Luffy sur ses réseaux sociaux. Son compte Instagram, c'est Luffy, toujours avec 4Y. Toujours. Le compte TikTok, c'est cool, c'est Luffy avec 4Y aussi. C'est la même chose. Et YouTube reste inchangé. Luffy makes you up. Merci. Pour quand je referai des vidéos. Pour quand tu referas des vidéos. Non mais oui, il faut quand même s'abonner. Tout à fait. Le jour où elles sortiront, on sera au rendez-vous. Tout à fait. Luffy, merci pour tout. Merci Sam, et vraiment merci pour ta bienveillance légendaire comme d'habitude. J'ai toujours confiance quand je viens ici et puis je trouve que tu fais un travail incroyable depuis toutes ces années, je voulais aussi te le dire. Oh, c'est mignon. Parce que tu mets toujours beaucoup de gens en lumière, mais il faut aussi reconnaître le travail que tu fais. Donc voilà, bravo à toi aussi. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. On se retrouve bientôt avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences en toute intimité. Prenez soin de vous.